Bonjour, c'est Dimanche en politique. On est ensemble pendant 30 minutes. La question de l'émission cette semaine, juge est parti, point d'interrogation. La raison, c'est parce qu'Éric de Montgolfier, l'ancien procureur de la République de Nice, publie un nouveau livre dont le titre est le suivant. On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts. Éric de Montgolfier est en duplex avec nous depuis France Télévisions à Paris. Monsieur de Montgolfier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présentez dans ce livre une vision assez sévère de la politique en général et puis de certains élus locaux en particulier. Il nous a donc semblé intéressant de confronter votre vision à celle d'élus de terrain qui sont invités sur notre plateau et que je vous présente tout de suite. Anne Kessler, bonjour. Vous êtes conseillère régionale Front National PACA. Vous êtes avocate à Cannes, je le dis parce que ça pourra intéresser Monsieur de Montgolfier. Puis Patrice Mirand, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Vence en charge du développement durable et vous êtes du parti Alliance écologiste indépendante. Une précision également, Éric de Montgolfier soutient Benoît Hamon. Éric de Montgolfier l'a annoncé il y a quelques jours. Nous y reviendrons en fin d'émission. Alors pourquoi on a voulu faire cette émission? C'est parce que l'histoire personnelle d'Éric de Montgolfier a été liée pendant plusieurs années à celle de la Côte d'Azur. On va commencer tout de suite avec ce rappel des faits signé Olivier Chartier-Delegue. Rarement carrière de magistrat aura été autant exposée que celle d'Éric de Montgolfier. Exposé dans les médias, exposé aux attaques frontales ou plus sournoises de ses nombreux ennemis. Le caractère intransigeant, parfois cassant d'Éric de Montgolfier lui vaut des hostilités tenaces jusque dans sa propre hiérarchie. C'est en 1993 que son nom devient célèbre du jour au lendemain. Le magistrat instruit l'affaire VAOM, une affaire de corruption dans le milieu du football professionnel. Au tribunal comme devant les caméras, le procureur engage un bras de fer contre le patron du club marseillais, un certain Bernard Tapie. Si on allait dire ça au tribunal plutôt, ce serait tellement mieux. En 1999, Elisabeth Guigou le nomme procureur de la République de Nice et lui confie une mission, faire le ménage. Éric de Montgolfier va s'y employer avec éclat. Son action contre les réseaux francs-maçons conduira à la mise à la retraite d'office du doyen des juges d'instruction, Jean-Paul Renard. Michel Cardix, ténor du barreau azuréen, poursuivi pour blanchiment et suspendu 11 mois de ses activités d'avocat. Le magistrat n'hésite pas à s'en prendre à des notables niçois. Michel Vialat, directeur général des services sous Jacques Perrat, est écroué pour corruption. 13 ans après sa prise de fonction à Nice, Éric de Montgolfier sera nommé procureur général près la cour d'appel de Bourges, dernier poste avant la retraite. Jusqu'au bout, il saura rester fidèle à sa devise, une devise qui est aussi le titre de l'un de ses livres, Le devoir de déplaire. Alors avant de revenir ici en plateau, Éric de Montgolfier, vous avez été confronté, là on l'a vu, à des affaires assez graves mettant en cause des élus sur la Côte d'Azur et puis ailleurs d'ailleurs. Est-ce que vous ne prenez pas la partie pour le tout ? Je ne crois pas avoir une vision aussi globale des élus. Et même dans ce que j'ai écrit récemment, il faut bien regarder qu'il y a quelques adverbes qui tempèrent cette idée que tous les élus seraient pourris. Je l'ai dit, je l'ai écrit même, et je ne crois pas que ce soit vrai. C'est d'ailleurs ce qui m'inquiète aujourd'hui quand j'entends dire bon, ce candidat, bon, il a fait ça, mais c'est pas grave, ils le font tous. C'est-à-dire que ceux qui défendent un candidat soutiennent implicitement le tous pourri. Et ce serait une erreur démocratique de l'affirmer. Je crois que nombre d'élus sont des gens honnêtes qui se consacrent au bien de leurs concitoyens. Et ce n'est pas eux que je stigmatise. Ce sont ceux qui se servent d'un pouvoir pour en abuser. Alors, je ne crois pas que ceux qui sont là sur le plateau soient très représentatifs de ceux que je dénonce. Non, Éric de Montgolfier, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, ceux qui sont là ne sont sûrement pas représentatifs de ce que vous dites dans le livre. En revanche, il y a un certain nombre de méthodes que vous dénoncez dans le livre. On va voir un certain nombre de citations. La première, elle concerne les maires. Vous dites, je vous cite, trop de maires se comportent en tyrannos, c'est-à-dire en petits tyrans, imposant à des majorités prosternées des choix qu'ils ont seuls inspirés. Alors c'est une phrase qui fait beaucoup réagir, notamment parmi les élus qu'on a pu réunir. Alors on va engager un petit peu le débat là-dessus. Patrice Mirand. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans le portrait qui est dressé dans le livre de M. de Montgolfier. Notre majorité municipale, c'est une majorité au contraire dans laquelle toutes les discussions sont
bien débattu en amont de la présentation au conseil municipal. Bon, évidemment, je peux parler que de ce que je connais directement, mais en tout cas, en ce qui concerne la ville de Vence, on a une majorité qui est très bigarrée d'ailleurs, puisqu'on réunit des gens d'un peu toutes les tendances, et c'est tout sauf le portrait que je vois tracé dans le livre que j'ai lu. Hein. Donc, je ne reconnais pas déjà mon expérience personnelle là-dedans, mais au-delà, ce qui m'a vraiment frappé dans le livre de M. de Montgolfier, c'est cette idée que quelque part, on est en représentation permanente, que ce qui nous intéresse quand on est élu, c'est de vouloir toujours occuper le devant de la scène et en fait de ne pas être structuré intellectuellement et de ne pas être cohérent. Moi, je suis désolé, je veux dire, ça fait, je ne vais pas faire le vieux briscard, mais ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que je suis investi sur le plan politique. Je n'ai jamais dévié de mes convictions, quitte à me prendre des râteaux, comme on dit, aux élections en quantité industrielle. Hein. Mais bon, je suis toujours resté fidèle à ma ligne. Et je ne vois pas, franchement, pourquoi finalement on généralise le comportement de quelques-uns à l'ensemble des élus. Anne Kessler ? J'ai l'impression que M. Montgolfier est resté un peu traumatisé de son séjour à Nice. Hein. Vous avez gardé des séquelles, il a fallu que vous livriez une sorte d'exutoire dans votre livre. Non, après, je suis entièrement d'accord avec M. Mirand. J'ai l'impression que vous êtes parti d'un cas particulier pour en faire une généralité. Après, je comprends ce que vous voulez dire, hein, parce qu'à la région, je touche un petit peu du doigt ce système que vous décrivez, puisque la région est présidée par M. Estrosi, j'en souffre, et je constate comme vous que parfois la démocratie est malade. Mais je pense que le mal n'est pas si grave ou profond que ce que vous indiquez, et je déplore d'ailleurs que vous ne proposiez aucune solution pour remédier à ce que vous dénoncez dans votre livre. Alors je vous laisse répondre, Éric de Montgolfier. J'ajoute juste une précision, c'est que vous le savez sûrement, la France est un des pays où il y a le nombre de communes le plus important. Il y a énormément de communes, de petites communes, et c'est effectivement, si je peux me permettre cette expression, le petit peuple des élus qui risque de ne pas comprendre votre livre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois qu'il faut qu'ils lisent attentivement ce que j'ai écrit et je crois qu'ils y trouveront quelques réponses. Quand je dis trop d'élus, je ne dis pas tous les élus. Et puis honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que des élus viennent me dire « mais vous avez entièrement raison ». J'ai peur que nos concitoyens, eux, ne retrouvent une idée qu'ils se font de la politique et qui, hélas, prospère étrangement, qui peut faire un succès électoral parfois aussi. Maintenant, je crois aussi que me reprocher de ne pas proposer de solution montre qu'on n'a pas lu ce que j'ai écrit. J'ai écrit qu'il n'y avait pas d'homme providentiel, et ce n'est pas un homme providentiel que j'ai écrit. Je ne suis pas là pour proposer des solutions. De temps en temps, j'esquisse des possibilités. Mais je crois précisément que c'est aux élus que je m'adresse. Je leur dis comment je les vois. Alors je vous rassure, je ne suis pas vraiment traumatisé. J'ai passé 40 ans à rendre la justice et ce n'est pas uniquement sur la Côte d'Azur que j'ai vu ces comportements. Puis je continue de circuler sur les routes de France et si vous saviez le nombre de fois, je ne crois pas être le seul, où je me dis mais ce rond-point, à quoi est-ce qu'il sert ? Qu'est-ce qu'il a produit ? Il y a une route, pourquoi on a fait un rond-point ? D'ailleurs, je me pose des questions de citoyens. D'ailleurs, j'appelle mes concitoyens à apporter des réponses de citoyens. Ça tombe bien, je l'ai écrit avant tous les événements que l'on connaît, mais en même temps, sans désespoir, sans traumatisme, j'y reviens. Je suis respectueux de la politique. Mais je ne peux pas accepter des comportements qui sont des comportements qui me rappellent davantage la monarchie que la République. Alors pour rebondir à ce que vous avez dit, Éric de Montgolfier, sur cette histoire des ronds-points, deuxième citation du livre, vous parlez des conseils régionaux et des conseils départementaux. Et vous dites la phrase suivante, le président d'un conseil régional ou départemental dispose de leviers lui permettant de privilégier la collectivité locale dont il est issu. Là aussi, on va avoir les réactions ici en plateau et on va revenir vers vous. Anne Kessler, puisque vous êtes à un conseil régional, alors vous êtes bien sûr dans l'opposition, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision qu'on peut discuter ? Oui, je suis d'accord avec ce que dit M. Montgolfier. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Quand je vous disais que je souffrais un petit peu du système à la région, c'est-à-dire que moi j'ai encore une vision un peu idéaliste de la politique où l'idéal est de trouver la meilleure solution, celle qui va profiter à tous, celle qui va être de l'intérêt général. Et ce à quoi je me heurte, c'est souvent des élus républicains qui vont me dire on est tout à fait d'accord avec vous, c'est ça qu'il faut faire.
Mais on ne peut pas, parce que si on modifie les textes dans le sens que vous m'indiquez, eh bien, on sera sanctionné par Christian Estrosi, comme il interdit d'ailleurs à certains de nous saluer dans l'hémicycle ou des choses comme ça. C'est ridicule. Quand vous avez Pierre-Paul Leonelli qui clame la bave à la lèvre, qu'il faut rejeter par principe toutes les motions du Front National, j'estime que la démocratie est malade. Ce n'est pas comme ça que je la concevais. Alors, en tout cas. conseil régional, conseil départemental, collectivité territoriale, Éric de Montgolfier, vous êtes assez sévère avec ces institutions. Je vous donne la parole tout de suite. Votre avis, Patrice Mirand? Bon, écoutez, moi je ne suis pas spécialement ami avec Christian Estrosi ou Éric Ciotti, mais deux choses. D'abord, bon, dans le traitement des dossiers dans lesquels je suis intervenu, je n'ai pas vu de discrimination aussi nette que ce que vous indiquez dans le traitement des dossiers. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour revenir au livre de M. de Montgolfier, j'ai vu une description de messieurs Estrosi et Ciotti qui, j'allais dire, n'est pas conforme, moi, à ce que je vois. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ces deux hommes politiques dans le département, puisqu'on a des visions qui sont bien différentes sur bien des points, mais je ne peux pas laisser croire que ce sont des histrions ou des ludions, enfin, comme vous voulez, qui ont aucune constance dans leur comportement. Ils ont d'ailleurs, malheureusement, à mes yeux, des constances dans leur comportement. Ce sont des gens qui ont une vision du département que je ne partage pas, mais ils en ont une. Alors, Éric de Montgolfier, on va revenir là-dessus juste après. Qu'est-ce que vous sous-entendiez dans cette phrase sur les collectivités territoriales? J'avoue que je ne comprends pas très bien. Par exemple, une collectivité territoriale qui essaye d'obtenir des financements de l'État pour des travaux dans le département, c'est pas malhonnête, ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, je parle, en parlant de cela, je parle du cumul des mandats. Et je dis que le cumul des mandats est pernicieux à cause de ça. Vous savez, quand vous êtes président du conseil régional PACA et qu'en même temps vous êtes, j'ose pas dire maire de Nice parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une hésitation sur la personne du maire de Nice depuis quelque temps. Mais il y a peut-être une tentation réelle pour l'un d'avantager le même. Donc il ne faut pas tenter. La démocratie souffre aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si certains refusent de voir ce qu'il en est. Bon, après tout, je suis habitué à ce que, même d'un parti différent à l'autre, on arrive à se soutenir. Il y a une forme de corporatisme que j'ai tellement trouvé dans le système judiciaire que je ne suis pas étonné de le trouver ailleurs. Voilà. Je dis qu'il faut prendre des précautions. Nous vivons actuellement, et c'est terrible pour notre démocratie, dans l'ère du soupçon permanent. Permanent. Tout ce qui se passe donne matière à parler à nos concitoyens, matière à réfléchir, peut-être à se tromper, mais surtout matière à ne pas voter ou à se réfugier dans des votes qu'eux-mêmes parfois ont du mal à assumer. S'ils les assument, ça m'est complètement égal. Je crois à la démocratie dans tous ses aspects. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la parole publique, quand elle est portée par des élus, est complètement dévaluée et que personne ne les croit. Vous savez, il y a ce qui se dit publiquement. Moi, je n'oublie pas non plus, il y a quelques années, j'étais encore à Nice, de commerçants me prenant par la manche et m'attirant quasiment dans leur arrière-boutique pour me dire « on est bien d'accord avec vous, mais on n'ose pas le dire ». Vous comprenez, on ne peut pas le dire parce que nos terrasses, elles dépendent du maire. Il y a beaucoup de choses qui dépendent d'un maire. Le maire peut être puissant, mais parce qu'il est puissant, on peut être exigeant avec lui et il doit être exigeant avec lui-même pour bien répartir les finances publiques, de telle sorte que toute la collectivité en profite et pas seulement quelques-uns. Alors, on va voir une troisième citation, Éric de Montgolfier, qui est une autre partie importante de votre livre, qui concerne la corruption. Vous dites « Le pays ne peut plus affecter d'ignorer le puissant parfum de corruption qui imprègne la politique ». Alors, on va revenir en plateau parce que je voudrais qu'on ait un débat de quelques minutes. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant ce livre, je me suis peut-être trompé, vous allez me répondre, que vous faisiez un diagnostic peut-être assez semblable à ce que faisait le Front National. Donc, je vais donner la parole à Mme Kessler et ensuite, vous allez lui répondre. Anne Kessler. Alors, sur la corruption, non, je ne me permettrai jamais de dire que le monde politique est corrompu.
Enfin, il y a ça s'entend au Front National oui, quand même. Il y a certaines élites qui ont été condamnées, il y a des affaires en cours. Après, je ne vais pas épiloguer sur des dossiers que je ne connais pas forcément. Je suis quand même avocat. Mais ce parfum de corruption, est-ce que vous le sentez, parfum, c'est vous vrai. aussi Je dirais, je suis d'accord avec M. Montgolfier, c'est un soupçon général dans la population. On entend, on ne vote plus parce que ce sont tous les mêmes, ils se font tous prendre les doigts dans le pot de confiture, en gros. Et aussi, on ne vote plus parce qu'ils nous promettent des choses qu'ils n'appliquent jamais quand ils sont élus. Et ça, c'est un gros problème. C'est vrai qu'il y a une espèce de défiance à l'égard des hommes politiques qui est injuste parce qu'on n'est pas tous comme ça. Moi, je ne me suis pas engagée pour tromper mes électeurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur et ça me peine d'entendre ça quand je vais sur les marchés et de devoir en débattre, de devoir expliquer. Patrice Ferrand. Enfin, moi, la question que je pose à M. de Montgolfier, est-ce que vous pensez réellement, avec le parfum de défiance qui entoure la politique aujourd'hui et le discrédit de la parole publique, que c'est faire œuvre utile que d'écrire un livre finalement dans lequel on globalise la classe politique en l'assimilant à une classe corrompue qui se comporte de manière monarchique et globalement, en plus, en ce qui concerne la Côte d'Azur, de nous mettre à l'index de la nation, nous montrant comme la partie la plus gangrénée de notre pays. Voilà. Je vous dis, est-ce que c'est vraiment faire œuvre utile ça? La question qui est posée, M. de Montgolfier, si j'ai bien compris, c'est est-ce que, sans le vouloir forcément, vous n'allez pas alimenter ce sentiment de tous pourris? Oui, mais vous avez raison, il ne faut plus parler de rien, mais il va falloir aussi que les chaînes de télévision obscurcissent les écrans, que les radios coupent le son, qu'on ne parle plus de rien. Et puis ce sera tellement mieux. Tout le monde se sentira dans un pays baigné de lumière et couvert de roses. C'est ça que vous voulez? Moi, je n'empêche pas. J'ai appris pendant des années, dans les fonctions qui étaient les miennes, y compris au ministère de la Justice, quel était l'état de la classe politique dans ce pays. Ça ne veut pas dire que tous les élus sont corrompus. Je le dis, je l'ai écrit dans ce livre. Je dis non, pas tous pourris. Mais finalement, tous compromis. Parce que quand vous assistez, comme élu, à des situations qui ne sont pas compatibles avec même la notion de démocratie, et que vous ne dites rien, oui, vous êtes compromis. Maintenant, je vous invite, moi, à élargir un peu le terme de corruption. La corruption, ce n'est pas uniquement je prends de l'argent. Ah, déjà, oui, il y a quelques avantages, quelques prébendes, et vous le savez aussi bien que moi. Écoutez, M. de Montgolfier, moi, j'ai pas... franchement, je vous assure, vous ne vous souvenez pas de moi d'ailleurs, mais quand vous étiez procureur à Nice, je vous ai saisi sur un certain nombre de dossiers. Et à commencer par un d'ailleurs qui était à l'époque l'auto-immunité votée par le conseil municipal du temps de M. Perra pour les gens qui avaient détourné de l'argent du temps de M. Médecin. Donc je vous assure, je n'ai pas de leçon à recevoir à ce niveau-là. À un moment donné, je me suis retrouvé poursuivi en diffamation par M. Perra, parce que j'avais mis un certain nombre de choses sur la table. Donc je vous assure, franchement, vous tapez à la mauvaise porte quand vous me dites ça. Je vous assure que je ne me sens absolument pas comptable de ce qui s'est passé dans ce département sur les affaires que vous identifiez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un discours comme celui que vous tenez, c'est-à-dire celui effectivement du tous pourri, ça contribue à éloigner de la chose publique les gens précisément qui pourraient renouveler ce système. Les jeunes, ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire politique, tout ça, c'est des choses concrètes. Vous voyez, moi je suis sur le terrain. Et je vois le dégât de ce discours qui est tenu à la fois effectivement par le Front National et malheureusement par des personnes comme vous. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est une note d'espoir dans votre livre. Voilà, parce que poser le constat, je suis contre les chapes de plomb. Donc le dire, je trouve ça très bien, mais la note d'espoir à la fin serait peut-être été opportun. De dire, ben voilà, la situation elle est comme ça, on va faire changer les choses. C'est pour ça que moi je suis entrée en politique en tout cas, c'est pour faire changer les choses. C'est pour ça que je me suis engagée au Front National, puisque j'ai estimé que c'était le seul parti à même de donner un grand coup de balai dans toute cette corruption telle que vous la décrivez dans votre livre. Éric de Montgolfier. Mais si vous attendez une note d'espoir, on a quelque chose en commun. Moi aussi, j'attends une note d'espoir. Et puis, je ne crois pas être le seul. Vous savez, depuis quelques mois, et un peu plus même, quand on discute les uns avec les autres, entre citoyens, pas entre élus, s'entend, c'est pour qui on va voter. Quel est celui pour lequel on peut voter. Voilà. Et la note d'espoir, elle viendra de la politique. Elle viendra des élus. Elle ne peut pas venir uniquement des citoyens. Maintenant, je dis que nous avons, comme citoyens, une responsabilité. Celui de notre choix, celui de nos exigences. C'est vrai que nous devons choisir, non pas ceux qui servent nos intérêts,
mais ceux qui servent la collectivité, ceux qui servent la nation. Alors je vous Voilà ce que je vous j'attends. questionne comme Aussi. citoyen. Votre engagement auprès de M. Hamon, vous dénoncez un système corrompu et vous allez soutenir un candidat, entre guillemets, du système, si tant est qu'un candidat du système puisse exister, qui peut-être est honnête, je ne connais pas parfaitement M. Hamon, mais qui est entouré de toute une clique qui reproduit tous les schémas que vous dénoncez dans votre livre. Alors, quel est le message que vous donnez à vos lecteurs? D'un côté, vous dénoncez, mais vous participez aussi au système. Alors quoi? Oui, ce que vous dites, Mme Kessler, j'ajoute une précision, Éric de Montgolfier, c'est que le système, on peut considérer effectivement qu'il englobe toute la classe politique sans en faire sortir un candidat parmi d'autres. Je vais vous en parler tout à l'heure dans votre engagement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors vous voulez que je parle tout de suite du fait que Benoît Hamon m'ait demandé de... Non, je vais le faire avec vous, mais est-ce que toute la classe politique, ce que vous dites dans le livre, est-ce que ça englobe toute la classe politique? C'était ça la question. Vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, et si vous êtes arrêté à chaque mot parce que j'ai pesé chaque mot, vous verrez bien que ce n'est pas toute la classe politique. Mais vous savez aussi qu'il y a un vrai problème à voir figurer, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce que ça ne vise pas que les élus de terrain. Vous avez un peu réduit le schéma quand même. Voir siéger à l'Assemblée nationale des élus qui ont été inéligibles parce que condamnés pour corruption et qui y sont revenus. J'en fais pas le reproche aux élus, j'en fais le reproche aux citoyens. C'est eux qui sont incohérents là. Il faut lire calmement. Alors vous pouvez jeter l'anathème, alors en face, je suis comme le Front National, et puis le Front National dit mais c'est horrible, vous êtes avec la clique. Oh, qu'est-ce que c'est que ce système? Éric de Montgolfier, attendez, laissez-moi finir. Cette république, j'ai pas fini. Cette république de petites boîtes où il faut penser comme tout le monde. Voilà. Mais écoutez, je suis désolé. Moi, j'ai appris à juger les choses, les gens. Je peux me tromper. J'en conviens. Mais qu'on vienne pas me chanter pouille sur le thème de comment osez-vous parler de choses comme ça. Oui. Parce que toute la France en parle. Est-ce que vous vous rendez compte, vous les élus, que toute la France en parle quand vous nous dites je vais sur les marchés, voilà ce que j'entends. Il nous reste 4 minutes d'émission. Je vais rester seul avec vous pendant les dernières minutes de l'émission puisqu'on va parler de votre engagement auprès de Benoît Hamon. Vous savez qu'on est comptabilisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces fameux cadavres sous les ponts dont vous parlez, ce sont un certain nombre de principes essentiels de la République, comme par exemple l'indépendance de la justice. Alors je vous cite là aussi, entre les mains d'un exécutif qui peine à renoncer au pouvoir de nomination, l'institution judiciaire est loin d'avoir la loi pour seul maître. Qu'est-ce que vous comptez proposer en la matière puisque vous êtes conseiller justice pour Benoît Hamon? Attendez, vous me ramenez toujours, on en parlera après de l'engagement dont vous parlez. Mais simplement, alors je ne suis pas un homme providentiel, mais au moins j'ai 40 ans d'expérience. Alors ce que je crois aujourd'hui très fermement, c'est que si l'on veut protéger la justice, pas les juges, la justice contre ce soupçon, il va falloir décidément distendre le lien qui existe entre le pouvoir exécutif et l'institution judiciaire. Il faut que le pouvoir de nomination, notamment, échappe au pouvoir exécutif. Parce que tant que les juges, et la plus grande partie le sont, sans que le CSM ait autre chose à dire que oui ou non, eh bien tant que ce sera comme ça, les juges, les magistrats d'une manière générale, qui sont de nature humaine, donc soumis aux contraintes de celle-ci, pourront être tentés de servir le pouvoir quand ils doivent simplement servir la justice. Alors Éric de Montgolfier, donc la question que tout le monde se pose ici, pourquoi cet engagement auprès de Benoît Hamon? Mais je crains là encore que vous lisiez trop vite, ça va vous traumatiser à la longue. Faites attention, je n'ai pas d'engagement auprès de Benoît Hamon. Benoît Hamon, que je connais, que j'ai rencontré sur la Côte d'Azur, d'ailleurs, on fait de belles rencontres aussi sur la Côte d'Azur, m'a demandé si j'acceptais de l'appuyer sur les questions de justice. Mais je vous assure qu'il ne m'a rien demandé d'autre et qu'il surtout il ne m'a rien promis. Je reste donc un homme libre et puis, souvenez-vous, même si vous voulez absolument le rattacher au système, madame, c'est que Benoît Hamon a quitté le gouvernement. Il a quitté le gouvernement parce qu'il souhaitait être libre de ses convictions. Voilà. Eh bien, c'est un homme libre qui rejoint un homme libre
Et si demain, Benoît Hamon me décevait, eh bien soyez assurés que je reprendrai ma liberté. Je n'ai pas dit que je votais pour Benoît Hamon. J'ai dit, parce que ce candidat me l'a demandé, et c'est le seul qui l'ait fait, je crois, il m'a demandé de l'aider à mieux comprendre la justice et à définir des axes de réforme. Voilà, c'est l'expérience d'un citoyen que je lui offre. C'est sûrement pas celle d'un convaincu politique. Vous collaborez donc du coup un petit peu quand même à son programme. Une question, Éric de Montgolfier, parce qu'il nous reste très peu de temps, moins d'1 minute. Est-ce que vous confirmez ce que vous aviez dit une ou deux fois, mais en off, que vous pourriez être intéressé par une candidature à la mairie de Nice éventuellement? C'est un peu agaçant quand même. Je suis allé parler un jour à Montluçon. On a cru que je voulais devenir maire de Montluçon. Alors c'est vrai que j'ai passé 13 ans à Nice, que j'y suis un peu connu. Vous avez vu mes cheveux blancs? Est-ce que montrez-leur bien mes cheveux blancs? J'ai 70 ans. Est-ce que vous croyez que c'est un âge pour commencer en politique? Non, je ne crois pas. Si je puis revenir un jour à Nice lorsque les prix baisseront dans l'immobilier, je le ferai très volontiers parce que le pays est beau, magnifique et que j'y étais aussi heureux. Mais de la politique, franchement, je ne crois pas que ce soit fait pour moi. Merci Éric de Montgolfier. Merci à tous d'avoir participé à cette émission dont je rappelle qu'elle a été enregistrée vendredi dernier. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une émission sur France 3 Côte d'Azur et France 3 Provence-Alpes. Invité Marion Maréchal Le Pen en tant que présidente du groupe Front National à la région PACA à dimanche. Très bon après-midi sur France 3. Au revoir.